Oui, Annie. Bonjour, hi. Je m'appelle Lila Cashew et je suis la directrice exécutive avec de Onde de Vincent Berger, l'environnement réseau, la recherche en santé autochtone du Québec. Nous aimerions commencer ce webinaire par remercier tous nos panélistes qui ont accepté de partager avec nous et avec vous aujourd'hui le travail qu'ils font et leur engagement envers le milieu de la recherche. Nous aimerions également remercier toutes les personnes qui sont ici en tant que spectateurs et qui partagent notre intérêt à alimenter les discussions portant sur les pratiques prometteuses favorisant les environnements de recherche par et pour les premiers peuples. Nous nous trouvons actuellement à Tiohtià:ke, territoire non cédé Kanien'kehá:ka, aussi fréquenté historiquement par la nation Anishinaabe. Cependant, comme nos spectateurs et nos panélistes proviennent de plusieurs endroits du territoire aujourd'hui appelé Québec, nous vous invitons à partager dans le chat les peuples autochtones qui ont façonné le territoire sur lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Je vais passer la parole à Audrey. Merci beaucoup, Léla, pour cette belle introduction. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un merveilleux été, que vous en avez profité pour vous reposer, et de la belle température aussi, et que vous avez passé du temps avec vos proches. Donc, on recommence cette année avec notre série de webinaires. Donc, on est vraiment content de vous accueillir pour la première de la saison automnale. Juste à titre de rappel, dans le fond, la série de webinaires qui est exemple pratique de recherche en contexte autochtone met de l'avant des projets qui sont soit 100 menés par des communautés, des organisations et des personnes autochtones, comme c'est le cas aujourd'hui, mais aussi des partenariats de recherche entre le milieu autochtone et le milieu académique autochtone. Aujourd'hui, on est vraiment content parce qu'on accueille des partenaires qui sont très importants pour l'ERSA Québec. D'ailleurs, les 2 personnes qui sont là avec nous aujourd'hui sont des candidats principaux dans le cadre de notre renouvellement de subventions et font partie de l'équipe de recherche principale. Donc, on accueille, Julie Gérard et Anne-Marie Leclerc de l'Observatoire excusez-moi, l'Observatoire des réalités autochtones urbaines. Donc, Julie, elle est directrice de l'Observatoire et Anne-Marie, elle est cette année la scientifique en résidence. Donc, je vais leur donner toute la place. Je suis vraiment contente qu'ils viennent nous présenter, dans le fond, les travaux qu'ils ont menés au cours de la dernière année, mais aussi les travaux à venir. Donc, c'est à vous. Nishkumiten Audrey, Chimishtan Nishkumiten Kasinoinuts. Je suis avec Anne-Marie, puis on est vraiment toutes les deux, je pense, contentes hein, de faire cette belle présentation aujourd'hui. L'idée aujourd'hui, là, c'est vraiment de vous présenter les travaux de l'Observatoire, notre cadre de référence en recherche, puis surtout la petite idée de génie qu'on a eue avec Anne-Marie d'accueillir une scientifique en résidence qui se traduit par une action concrète. Fait que je vais y aller avec le partage d'écran. Euh, Si vous avez des questions, il va y avoir une période, là, peut-être à la fin de la discussion, mais n'hésitez pas à les prendre en note. Puis si je suis trop plate, ben, vous m'enverrez des cœurs, là, puis je me réajusterai à ce moment-là. Fait que, donc, comme je le disais, on est là pour présenter des pratiques innovantes et de collaboration en matière de recherche par et pour les Autochtones en milieu urbain via l'Observatoire des réalités autochtones urbaines. Donc, grosso modo, dans notre présentation, ce qu'on va aborder, moi et Anne-Marie, dans un premier temps, qu'est-ce que l'Observatoire des réalités autochtones urbaines? Pourquoi un observatoire? Puis les réflexions qui ont amené à la création de l'Observatoire, puis aussi ses axes de développement, puis son fonctionnement, là, comme il a été établi. Ensuite, je vais aborder le cadre de référence en recherche par et pour les Autochtones en milieu urbain, un petit survol de cet outil-là que s'est donné collectivement le mouvement des centres d'amitié. Puis finalement, on va y aller avec Anne-Marie qui va aller dans le concret, dans une des lignes d'action en action, si on peut dire. Fait que Anne-Marie va parler de son expérience avec nous comme scientifique en résidence. L'historique de la démarche, pourquoi un observatoire, pourquoi le mouvement des centres d'amitié s'est donné cet outil-là? Pour en refaire une histoire courte, bon, de l'observation, de la recherche,
Le mouvement des centres d'amitié, en fait, depuis longtemps, je vois Carole là, qui est dans l'assistance, mais on a eu des réflexes, ont souvent été là dans le mouvement des centres d'amitié, de l'importance de s'allier avec la recherche scientifique, justement pour améliorer les connaissances, particulièrement en ce qui concerne l'autochtonie urbaine. Parce que j'aime bien le dire, c'est souvent le secret le mieux gardé au Québec, la question des Autochtones en milieu urbain. On a beaucoup de recherches sur les Autochtones, le peuple inuit ou les Premières Nations sur les communautés, mais très peu là, s'orientent ou ont la lunette des Autochtones en milieu urbain. D'où l'idée du mouvement des centres d'amitié de se donner un outil justement pour avoir ce regard-là de l'autochtonie urbaine à travers les différentes recherches qui se fait sur le terrain, au travers les données scientifiques qui émergent, mais d'être capable de traiter cette donnée-là dans la lumière, si on veut, des réalités autochtones. Donc, l'annonce de la création de l'Observatoire s'est faite en décembre 2022, là, suite à une décision là, collective du regroupement des centres d'amitié qui est représenté, je pourrais vous en parler plus loin, mais par différents Autochtones dans les villes. Suite à ça, ça nous a amené une consultation là, auprès d'organismes externes, puis aussi au sein de notre mouvement même là, des centres d'amitié autochtones du Québec, qui s'est déroulé entre juin et novembre, en novembre 2023. On a rencontré des aînés, on a rencontré des universités, des réseaux de recherche, des collaborateurs de longue date du mouvement. On a aussi consulté d'autres observatoires pour un peu comprendre l'environnement dans lequel on s'inscrivait, puis se positionner sur un observatoire, est-ce que c'est le bon outil, puis comment il devrait émerger ou se construire cet observatoire-là. Ça nous a amené à un rapport là, des réflexions concernant son fonctionnement puis les axes de développement qui a été déposé au conseil d'administration du regroupement des centres d'amitié puis adopté en janvier. Grosso modo, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec le mouvement des centres d'amitié, c'est vraiment une grande famille, une approche vraiment, si on peut dire, de collaboration, de réciprocité qu'il y a dans le mouvement des centres d'amitié. On a 11 centres d'amitié au Québec qui sont membres du regroupement des centres d'amitié et du mouvement, qui sont présents là, dans les différentes villes, dans 14 villes, parce qu'on a aussi des points de service. Je vois Anis là, qui est avec nous, qui est au point de service de Shawinigan, mais qui est rattaché au centre d'amitié de Trois-Rivières. Donc, on est vraiment là, présent là, presque sur l'ensemble du territoire du Québec. Dans le mouvement s'inscrit aussi la Société immobilière du regroupement des centres d'amitié autochtones qui a comme mandat de bâtir des milieux de vie là, pour les étudiants ou les Autochtones qui composent avec la réalité urbaine, pas exclusivement des étudiants, mais des Autochtones en milieu urbain. Il y a le regroupement qui est vraiment l'outil collectif de l'ensemble des centres, qui est le regroupement ou l'organisation chapeau, tu sais, qui a une mission justement d'agir pour la reconnaissance des droits et des peuples autochtones dans les villes, puis de soutenir ses membres qui sont les différents centres. Et l'Observatoire s'est joint à ce mouvement-là, comme je le disais, en 2022, pour venir combler la grande famille. Dans le fond, vous avez ici la carte là, du mouvement des centres d'amitié avec les différents centres puis où est-ce qu'ils sont implantés. Cette carte-là est disponible sur le site web du regroupement www.rcaaq.info. Donc, suite à cette consultation-là, comme je le disais, ça nous a amené justement à des réflexions concernant le fonctionnement puis les axes de développement de l'Observatoire. On est venu proposer des rôles et des fonctions pour l'Observatoire, proposer une mission, des valeurs, une vision, puis des orientations à cet observatoire-là, suite à ces consultations-là, une structure organisationnelle et surtout des thématiques puis des données à prioriser parce que l'autochtonie urbaine, veut pas, ça peut toucher de nombreux domaines, mais il fallait quand même se concentrer pour le développement de l'Observatoire. Dans le fond, l'Observatoire, c'est simple. Il y a 3 rôles, si on peut dire: rassembler, comprendre, partager. L'idée, c'est de vraiment rassembler les connaissances qui sont disponibles
disponibles concernant les réalités autochtones urbaines. Puis ça se traduit dans les prochains mois, prochaines semaines. On va créer des analyses, des veilles de données aussi, puis un tableau de bord sur les réalités autochtones urbaines à partir des statistiques ou des données de la recherche qui sont existantes. On voulait aller plus loin aussi que rassembler ces données-là, puis de les passer, si on peut dire, dans la lunette autochtonie urbaine. On voulait aller plus loin aussi pour comprendre, parce que des fois, il y a des façons de faire ou des compréhensions qui demandent vraiment que ça soit fait par un mouvement ou par une compréhension des Autochtones en milieu urbain. Donc, on s'est donné aussi comme fonction de comprendre les données rassemblées puis d'en créer aussi des nouvelles données à partir de nos connaissances et des pratiques qui sont ancrées dans le mouvement des centres d'amitié. Puis finalement, la dernière fonction et non la moindre, bien, c'est de partager. Parce qu'on le sait, chez les Premières Nations, partager, travailler en équipe, la collaboration, c'est hyper important. Fait qu'on voulait que ces résultats-là rayonnent pour justement les secrets bien gardés ou les réalités autochtones urbaines du Québec soient un petit peu moins un secret gardé, mais quelque chose qui est compris de la part de la société en général. Notre vision, c'est vraiment que les savoirs et expertises des Premières Nations puis des Inuits contribuent pleinement à la société puis mènent à l'autodétermination des Autochtones. On s'inscrit vraiment dans une démarche où on veut rééquilibrer un peu les différents savoirs puis que de cette co-construction-là, de cette collaboration-là, bien, on va vraiment contribuer à la société en général. Fait que c'est vraiment notre mission, notre vision dans le fond qu'on s'est donnée. Donc, voilà. Hein? Je ne peux pas switcher. On s'est donné comme mission concrètement, c'est vraiment de rassembler, comprendre et partager, comme je le disais, nos 3 fonctions, les connaissances en lien avec les questions de l'autochtonie urbaine, tout en plaçant au cœur de notre action, comme je le disais, les savoirs et expertises des Premières Nations et des Inuits pour le bénéfice de l'ensemble de la société. On est vraiment dans un esprit de collaboration, rapprochement, meilleure connaissance là, au bénéfice de tous. On a des valeurs qui sont les valeurs qui s'inscrivent aussi dans le mouvement des centres d'amitié autochtones parce qu'on se l'est fait dire, puis on l'a bien entendu, puis c'est aussi naturel. On ne peut pas être déconnecté du mouvement des centres d'amitié parce que c'est quand même l'interlocuteur privilégié des questions autochtones urbaines. Donc, on s'est associé à leurs valeurs qui rejoignaient vraiment les valeurs qu'on a entendues dans le cadre des consultations qui nous ont amenés à ce rapport-là. Donc, nos 6 valeurs, intégrité, collaboration, engagement, bienveillance, innovation et respect. Donc, c'est vraiment ce qui guide les actions de l'Observatoire. On a 4 orientations stratégiques pour notre plan d'action qui vient de s'amorcer puis qui va se conclure en 2027. On veut vraiment, dans un premier temps, bâtir notre équipe et nos façons de faire. On veut positionner l'Observatoire aussi comme un incontournable des questions de l'autochtonie urbaine. On veut assurer notre viabilité, ça va de soi. On s'inscrit dans un contexte de recherche indépendante, autonome. Fait que ça, va falloir travailler à ce niveau-là. Et aussi livrer les premiers résultats là, liés à la mission, c'est-à-dire partager des résultats de recherche, soit à partir de notre lunette autochtonie urbaine ou à partir des connaissances qu'on va avoir été en mesure de comprendre et faire rayonner. Notre équipe et notre structure organisationnelle, on voulait, comme je le disais, on est ancré dans notre mouvement. Fait qu'on a un cercle consultatif des savoirs qui va venir appuyer l'Observatoire. On ne sera pas une entité indépendante du mouvement ou déconnectée, mais on veut vraiment se faire guider dans nos réflexions, dans nos positionnements par un cercle consultatif qui est actuellement en composition, on est comment je pourrais dire ça, en recrutement, si on peut dire, mais qui va être composé de membres représentants du mouvement des centres d'amitié, de la CIRCAC. On veut aussi avoir des chercheurs qui vont nous soutenir dans nos réflexions, dans nos analyses, nos orientations, des organisations autochtones aussi, mais à l'extérieur du mouvement des centres d'amitié parce que la réalité autochtone urbaine, elle s'inscrit aussi dans d'autres organisations autochtones et finalement des aînés parce qu'on sait que les aînés, c'est nos sages, c'est nos encyclopédies, c'est nos porteurs de savoir, fait qu'ils ont une place privilégiée là, au sein du cercle consultatif.
En appui à notre cercle consultatif, on a aussi une banque d'experts qui va venir nous appuyer sur des thématiques plus ciblées, si on peut dire, sur des dossiers précis où ce qu'on a besoin de l'expertise de partenaires. Bref, c'est un réseau de collaboration, un réseau de construction de co-construction qui se met en place. Et aussi une équipe, ben ça aide toujours d'avoir des gens assez près de l'observatoire, tu sais, pour nous soutenir. On a 2 chercheurs qui sont joints tout récemment à notre équipe. On a une conseillère en recherche, une conseillère en évaluation des programmes et services, un analyste des données et dans les prochains mois, prochaines semaines, pour assurer une relève de la recherche aussi au niveau de l'autochtonie urbaine, on va ouvrir différents postes d'argent pour cibler une relève autochtone en recherche. Donc, c'est un peu la structure que s'est donné l'Observatoire pour fonctionner dans les prochaines années. Très long. On a aussi, à travers cette grande consultation-là, ben, ça va de soi identifier des thématiques. On aurait aimé tout chercher puis tout comprendre, mais on a dû prioriser. Notre première thématique, qui est la centrale, puis qui est un peu le cœur de l'Observatoire aussi, c'est toute la question de la compréhension de la culture puis de l'identité autochtone urbaine. Cet axe-là risque de durer, puis qui est le cœur de l'Observatoire, mais c'est vraiment notre principale thématique. Associé à ça, suite aux consultations avec le mouvement, 3 autres thèmes ont émergé comme prioritaires à améliorer les connaissances, les savoirs, tu sais, par rapport aux réalités québécoises et canadiennes autochtones dans ce dossier-là. Il y a la question du logement. Logement vu, par contre, comme avoir un chez-soi, pas un chez-soi, c'est dur à dire ce mot-là, hein? Un chez-soi. L'idée, c'est vraiment, tu sais, de comprendre un peu la mobilité des Autochtones, puis justement leur conception du domicile, puis les indicateurs, tu sais, qui font que ils vivent en milieu urbain ou chez eux, ou les questions d'itinérance aussi vont être abordées sous cette thématique-là. Il y a toute la question de la santé, du mieux-être, la vision de la santé comme elle s'exprime dans les cliniques santé, dans le mouvement des centres d'amitié, mais aussi comment elle s'articule chez les individus dans un contexte urbain où ce que peut-être l'accès au territoire traditionnel est plus difficile ou qu'il y a des challenges, fait qu'on veut vraiment regarder cet aspect-là. Puis finalement, l'aspect de gouvernance, je le dis souvent, le mouvement des centres d'amitié, c'est une création, si je peux dire, qui s'inscrit pas à travers la loi sur les Indiens, qui est vraiment un mouvement, même s'il y a des lois qui l'encadrent, mais qui est un petit peu plus autonome ou qui n'est pas une créature justement du ministère des Affaires indiennes. Donc, comment la gouvernance est articulée, comment cette gestion-là ou cette autodétermination-là s'est traduite dans notre mouvement. Donc, c'est les différentes thématiques qu'on va aborder dans les prochaines années en matière de recherche pour mieux faire comprendre là, les réalités autochtones urbaines. Combiné à ces thématiques-là, on veut vraiment créer un tableau de bord qui se veut un outil avec des indicateurs qu'on va suivre régulièrement pour avoir un portrait un peu plus à jour et un peu plus, comment je pourrais dire ça, réactif des réalités autochtones urbaines. On sait, là, il y a des changements, puis c'est quelque chose qui est extrêmement en mouvance, la réalité autochtone urbaine. On voit la croissance des Autochtones en milieu urbain depuis les dernières années, les phénomènes aussi d'auto-identification. Fait qu'il y a beaucoup de limites dans les données qui sont disponibles. Fait que nous, on veut travailler justement à avoir un portrait un petit peu plus fidèle puis qui comprend ces réalités autochtones-là urbaines au Québec. Juste pour vous donner quelques statistiques ou une idée vite faite de qu'est-ce que ça ressemble, les Premières Nations puis les Inuits dans les villes au Québec, ben, c'est une réalité, comme je disais, qui est en augmentation. On a aussi la réalité des Autochtones qui sont nés et qui ont grandi dans la ville, qu'on veut mieux comprendre, mais qui ont toujours qui ont un intérêt pour leur culture, qui ont une fierté envers leur identité, mais qui est différente de l'Autochtone qui vit sur, je mets les parenthèses, mais sur la réserve ou sur la communauté inuite. Donc, on veut vraiment comprendre cette réalité-là. Le nombre d'Autochtones qui habitent dans les villes, là, on le sait, c'est en croissance au Québec, là, puis dans les dernières statistiques,
statistiques là, qui ont sorti, c'est près de 50 villes ou villages qui sont habités de manière significative là, par des membres des Premières Nations du peuple inuit. Donc, c'est pas des cas isolés dans des villes comme Roberval ou Montréal. Non, c'est une présence qui est quand même sur l'ensemble du territoire du Québec. Puis l'Observatoire veut se donner aussi, améliorer cette compréhension-là. Oui, où sont implantés les centres d'amitié, mais au-delà également. C'est une croissance là, de plus de 47% là, des Autochtones et du peuple inuit là, depuis le dernier recensement qui est dans les villes. C'est 88 570 Premières Nations inuites dans les villes au Québec en 2021. Et ça, je remercie Carole Lévesque qui nous aide dans ce travail-là de bien avoir ces données-là parce qu'on ne peut pas juste se servir malheureusement des données de Statistique Canada qui sont un petit peu je ne ferai pas un cours sur la façon dont le recensement se fait, mais il y a des limites dans les données qui sont recueillies là, par rapport à Statistique Canada. Fait que le travail, entre autres, avec Mme Lévesque, nous permet d'avoir des chiffres un petit peu plus précis de l'occupation des Autochtones en milieu urbain. Donc, grosso modo, là, c'est presque on peut estimer là, à peu près à 61,5% des Premières Nations et des Inuits qui habitent en milieu urbain. Donc, on a une chose est sûre, c'est qu'on a dépassé la moitié des Autochtones qui sont dans les villes, fait qu'il faut vraiment, je pense, sur cette réalité-là qui est quand même assez nouvelle. On parle d'un revirement en presque une génération, mais il y a des choses à comprendre par rapport à ça. Pour nous outiller dans nos projets de recherche, puis c'est un peu le deuxième volet de notre présentation, le mouvement des centres d'amitié s'est doté d'un cadre de référence en recherche par et pour les Autochtones en milieu urbain. On sait que la recherche en milieu autochtone, puis je vais vous éviter les histoires du colonialisme puis tous les impacts que la recherche ont pu avoir chez les Premières Nations, mais il faut l'aborder dans un contexte qui est différent de la recherche scientifique régulière, que ce soit par une co-construction, par un rapprochement, mais une conscience aussi de l'histoire du passé, tu sais, qui ont eu puis qui ont toujours des effets quand même sur la recherche chez les Autochtones. Donc, pour un peu pallier à ça, le mouvement des centres d'amitié s'est doté d'un cadre de référence en recherche par et pour les Autochtones en milieu urbain qui s'inscrit dans les principes PCAP qui sont quand même bien connus de la plupart des scientifiques, mais qui va plus loin parce qu'on s'inscrit dans une dimension qui est différente du fait qu'on ne soit pas avec une communauté unique, mais des communautés et dans une relation avec un territoire qui est différent. Donc, c'est important pour le mouvement de se donner un outil justement pour encadrer la recherche en milieu urbain au Québec. Ça s'est traduit justement via un cadre de référence qui est disponible sur le site web du regroupement, mais qui vient un peu donner des grands principes sur la façon de faire de la recherche avec les Autochtones urbains et aussi des lignes d'action pour outiller justement les chercheurs à une collaboration qui va être adéquate. Ça s'est vraiment inscrit dans une démarche de co-construction qui s'est faite en plusieurs étapes. On a commencé par une revue de littérature qui a été faite là, à l'interne. On s'est servi de la littérature existante, très scientifique, mais aussi de la littérature grise, puis de ce qui était écrit et raconté à travers là, notre mouvement. En deuxième temps, à partir de cette revue de littérature-là, on a mobilisé les jeunes, les aînés, les acteurs du mouvement des centres d'amitié à une démarche de co-construction pour voir comment, dans le meilleur des mondes, ils aimeraient que la recherche se fasse dans le mouvement des centres d'amitié et dans les milieux urbains. Ce qui est ressorti quand même de façon générale, c'est que la recherche, les données, c'est quelque chose qui est important pour les Autochtones. On veut y prendre part, mais on veut que ça soit utile et bénéfique pour nous. Donc, d'où l'importance de travailler en collaboration, en relation, et ça s'est traduit concrètement dans 4 grands principes, c'est-à-dire la reconnaissance. Reconnaissance, c'est-à-dire que les Autochtones doivent être au cœur des projets de recherche. On n'est plus un sujet, on n'est pas quelque chose qu'on vient observer, on fait partie prenante de cette démarche-là. Puis notre contribution, elle doit être reconnue, valorisée à toutes les étapes de la recherche.
Il y a une volonté aussi ou un principe de réciprocité, c'est-à-dire que la recherche est fondée sur une relation continue, un échange. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, mais on est ensemble pour tirer des apprentissages comme participants, puis on est tous ensemble créateurs de savoir pour aller plus loin. Il y avait la question de la pertinence aussi. Ce principe-là, il veut vraiment dire que la recherche, ben, elle doit être utile pour notre mouvement ou pour les centres d'amitié ou pour les Autochtones en milieu urbain. Il y a plein de choses qui sont intéressantes, mais un moment donné, ben, il faut quand même que ça soit utile pour nous parce que c'est du temps, puis c'est un engagement dans lequel on s'inscrit. Puis finalement, le dernier principe, mais non le moindre, ben, c'est toute l'agentivité, c'est-à-dire de voir pour les générations futures, de pas juste se concentrer sur le projet actuel de recherche, mais de le voir dans une relation qui s'établit, dans une relation de réciprocité, puis qui va amener justement les Autochtones en milieu urbain à se réapproprier aussi la recherche, puis de collaborer, puis justement peut-être, ben pas peut-être, sûrement former une relève de leaders en recherche, puis avoir une place, puis se réapproprier cette place-là, qui a longtemps, si on regarde l'histoire de la recherche scientifique, ben, exclut malheureusement les membres des Premières Nations puis du peuple inuit de la recherche. Donc, ces 4 principes-là, tu sais, c'est un peu les fondements éthiques qui guident justement les partenariats qu'on met en place ou même nos propres travaux à l'Observatoire avec notre mouvement. Puis on s'assure, tu sais, justement, ils viennent nous guider pour qu'on reste là, justement, dans le bon sentier de la recherche. On a des lignes d'action aussi. Souvent, en milieu autochtone, on aime ça être bien concret. Donc, les lignes d'action viennent nous mettre vraiment, justement, dans des exemples concrets. On a 8 lignes d'action, là. Donc, la démarche doit être utile et bénéfique pour le mouvement des centres d'amitié. Les capacités et l'autonomie des organisations autochtones urbaines doivent être renforcées. Donc, c'est pas une relation de sujet et donc c'est du donnant-donnant, comme je le disais. Les savoirs et expertises des Autochtones sont reconnus et respectés dans leur diversité. Les droits collectifs, l'autonomie et la propriété intellectuelle des communautés et des organisations autochtones urbaines sont protégés. Les communautés et organisations participent activement à la démarche et finalement, le droit, le bien-être, le consentement libre et éclairé des participants sont protégés. On a un grand rôle dans ce volet-là au niveau de l'Observatoire parce que on a une double position sur laquelle il faut être très, comment je pourrais dire ça, aguerri, si on peut dire, parce qu'en étant un observatoire autochtone, on pourrait vite basculer dans le dark side. C'est pas le dark side, là, je fais des blagues, mais de l'autre côté, l'idée est de dire, ben, c'est pas parce qu'on a une posture, tu sais, en recherche puis en voulant améliorer les connaissances qu'il faut reproduire ce qui a mal été fait, puis notre posture d'autochtone ou d'organisation autochtone doit nous amener à être plus vigilants par rapport à la protection puis au consentement des participants là, dans la recherche. Ça se traduit de plein de façons, puis ça s'est déjà articulé de plein de façons, ces principes-là, ces actions-là, puis ces lignes directrices-là. Je vous ai mis quelques exemples à l'écran, mais qu'on parle de coécriture dans des articles scientifiques, qu'on parle de changement de rythme pour des projets de recherche, c'est-à-dire qu'on va aller en territoire, on va prendre le temps de se connaître, de bâtir une relation, de devenir des amis. Ça, c'est important dans nos façons de faire, d'aller dans les milieux aussi, pour bien comprendre cette réalité-là. Ça se traduit même que Anne-Marie vient faire dodo chez nous, puis c'est des exemples concrets comme ça, mais qui donnent une plus-value justement, puis qui rendent concret justement les principes qu'on veut mettre de l'avant. Une autre façon bien concrète de mettre ça en action, ben, c'est toute la démarche qu'on fait justement avec Anne-Marie, de l'accueillir comme scientifique en résidence au sein de notre observatoire. Donc, c'est une façon concrète justement de développer une relation qui va être là à long terme, qui va être donnante aussi. Fait que je vais lui passer la parole parce que j'ai parlé beaucoup, fait que j'ai pas laissé beaucoup de place, je m'en excuse. Ben non. Donc oui, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Vous êtes nombreux et nombreuses. Ça fait vraiment un plaisir de vous voir tous et chacun.
Je vais me présenter un peu juste pour contextualiser en fait là, ce que je vais présenter. Je suis professeure au département des sciences infirmières à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Euh, Puis pourquoi, en fait, je suis scientifique en résidence, c'est que cette année, je suis en année d'études et de recherche. Ce qu'on peut dire, tu sais, communément appelé une année sabbatique. Puis cette année sabbatique-là, moi, je voulais prendre le temps d'être avec mes collaborateurs, prendre le temps d'aller au Centre d'amitié autochtone à Trois-Rivières, puis d'être à l'écoute, d'entendre, d'apprendre. Puis ben, c'est un peu par cet objectif-là que j'ai proposé d'être scientifique en résidence, puis que ça a bien fonctionné, puis que dans le fond, c'est depuis le mois de juin que cette collaboration-là a commencé, puis j'apprends tellement de choses, fait que c'est super enrichissant. Déjà, je suis impliquée avec le Centre d'amitié autochtone à Trois-Rivières depuis 2020 sur le conseil d'administration. Je suis alloctone, j'ai un siège alloctone. Donc, je connaissais déjà un peu le mouvement parce que j'ai participé à plusieurs activités par le passé. Puis, je suis aussi membre de l'ERSA, là, comme Audrey l'a nommé en introduction. Je suis sur le comité des transformations institutionnelles. Donc, ça m'anime énormément de changer les choses. Euh, les choses changent vite, fort heureusement, puis je suis contente d'arriver à ce moment. J'arrive pas d'aujourd'hui, mais dans le sens que c'est le fun parce qu'il y a d'ouverture, puis on sent qu'on peut changer les choses. Fait que moi, je trouve ça vraiment inspirant de pouvoir contribuer d'une certaine façon à ce que la recherche soit mieux faite, en fait, puis vraiment au profit des communautés autochtones. Parfait. Le scientifique en résidence, on connaît peut-être un peu moins ça. Moi, de ce que je connaissais, c'est ce que le Fonds de recherche du Québec propose depuis quelque temps, là, pas si longtemps que ça, mais habituellement, là, le rôle de scientifique en résidence, c'est un projet d'1 an, souvent par les chercheurs qui viennent de terminer leur doctorat. Souvent, c'est des jeunes. Là, la tranche d'âge 18-35, moi, j'ai un petit peu dépassé ça déjà. Pas beaucoup, mais puis ce qui est proposé, c'est souvent au sein des ministères, des organismes gouvernementaux, des municipalités, des fois à l'étranger, aussi au Sénégal, à New York, même, je pense récemment que j'ai vu passer. Puis le rôle, c'est vraiment un conseiller scientifique. J'ai trouvé l'idée intéressante, mais en même temps, ben moi, ça me correspondait pas de cadrer dans quelque chose de plus politique. Moi, j'avais le goût d'être sur le terrain, c'est ça ma force comme infirmière, puis c'est ça que j'aime puis qui m'anime aussi. Fait qu'on a repris le titre de scientifique en résidence, puis on l'a adapté à notre couleur. Oups. OK. Fait que notre couleur, ça ressemble à quoi? Ben, c'est un mandat d'1 an que j'ai avec l'Observatoire. C'est un temps partiel, fait que l'équivalent de 2 jours semaine pour que je puisse continuer mes tâches déjà de professeur là, de projet qui roulent déjà. C'est une perspective de réciprocité aussi. Tu sais, je l'ai dit, depuis le mois de juin, j'apprends énormément. Ben, moi, là où je peux contribuer mon expertise comme infirmière dans le monde de la santé, ben, je l'apporte là où je peux dans les différents projets de l'Observatoire et du regroupement aussi au sens large. Fait que c'était ça qui m'animait le plus. J'arrivais pas avec une posture de conseillère ou d'expert, c'était vraiment un échange d'apprentissage. Puis mon rôle clinique comme infirmière, justement, était une carte facilitante aussi parce que c'est un des axes, en fait, le mieux-être, la santé et le mieux-être, en fait. Puis ben, j'arrivais avec ben, pas que j'avais pas de projet, mais dans le sens que c'est une collaboration de ce qui existait déjà aussi. Ben, par exemple, l'enquête sur l'accessibilité aux services là, qui est en cours actuellement. J'ai embarqué dans le train parce que c'était déjà en cours de route, mais je collabore avec ce qui existe déjà. J'ai aussi comme mandat un projet sur c'est pas ça qui est écrit, là, je vous parle d'autres choses, mais les communautés les cercles d'apprentissage, pardon, avec les infirmières qui travaillent dans dans les cliniques de proximité, pardon. Fait que par mon rôle d'infirmière, mais je suis capable pas en position d'expert non plus, mais plus dans l'animation, que chaque infirmière, médecin qui sont dans chacune des cliniques de proximité puissent se parler, voir qu'est-ce qui se passe, comment on peut arrimer tout ça, puis s'échanger des connaissances, parce que souvent, chaque centre, ben, l'infirmière ou le médecin travaille un peu de manière isolée avec sa clientèle. Fait que ce cercle d'apprentissage-là qui m'a été proposé, c'était une première, en fait, c'était hier même la première, c'était super enrichissant, puis je pense que ça a été bien apprécié aussi par
les partenaires. Fait que c'est pas un rôle de recherche, là, dans ce cas-ci, c'est vraiment plus ma connaissance, en fait, du milieu de la santé qui sert pour le regroupement. Fait que je suis super contente là, de pouvoir allier le volet recherche, mais un volet clinique aussi. Puis il y aurait éventuellement aussi un projet avec justement l'intégration du personnel infirmier dans les cliniques, parce que parfois, les infirmières sont engagées par le centre d'amitié, mais des fois, c'est des prêts de service aussi. Fait qu'on va explorer tout ça, voir quelle est la formule gagnante dans tout ça. Ce que je permettrais d'ajouter, c'est que ce rôle-là de réciprocité, ben, on en a discuté ensemble en amont, tu sais. Fait que, tu sais, puis on a établi cette relation-là, moi puis Anne-Marie, tu sais, avec l'équipe de l'Observatoire puis du mouvement, puis ça venait, comme tu le dis, répondre directement à un besoin, puis ça s'inscrit dans nos lignes d'action de notre cadre de référence parce que Anne-Marie, elle arrivait comme une solution pour des enjeux pour nous, puis en même temps, ben, on sent en sécurité de lui partager certaines connaissances, certains défis qu'on a, puis on sait qu'elle va être capable de les traduire, mais on l'amène avec nous partout. Ça, elle fait partie de la gang maintenant, puis c'est un peu comme ça qu'on voit cette relation de réciprocité-là qui est bien bénéfique pour le mouvement. Ben, mes motivations, en fait, d'être là, ben, d'apprendre, là, vraiment en toute humilité, là, d'apprendre. Puis plus j'en apprends, plus je me rends compte que je sais rien. Mais, puis comme je le disais tout à l'heure aussi, c'est des fois, je lis des choses, je connais des choses parce que je lis, parce que je. Puis là, ben, en allant sur le terrain, mais là, je comprends d'une autre façon ce que je lis, tu sais, fait que tout ça fait un sens pour moi, fait que c'est un apprentissage vraiment décuplé, en fait, là, parce que justement, il y a cet alliage-là. Je lis des choses théoriques, mais je l'arrime avec ce qui se passe sur le terrain aussi. Fait que vraiment, c'est un honneur pour moi de pouvoir apprendre autant. Mon autre objectif aussi, c'était de décoloniser ma programmation de recherche parce que dans notre structure, quand on apprend à être chercheur, quand on fait notre doctorat, il y a une structure très rigide. C'est vraiment difficile de sortir de ce cadre-là. J'ai bien essayé dans mon doctorat de changer des choses. Est-ce que je peux avoir une personne autochtone sur mon jury? Non. Tu sais, j'ai essayé bien des choses. Puis je pense que déjà aujourd'hui, si j'avais à refaire mon doctorat, peut-être les choses seraient différentes. Peut-être qu'ils diraient oui aujourd'hui, mais c'est ça. Les choses changent, mais c'est en évolution aussi. Il n'y a pas de recette magique pour décoloniser les choses. On l'apprend, on le travaille, on échange de manière réciproque aussi comment on peut améliorer les choses pour que ça réponde le mieux, en fait, aux besoins des communautés aussi. Fait que c'est un travail de longue haleine. Tu sais, c'est pas un an non plus que je vais tout décoloniser mes choses et tout. Puis c'est toujours en collaboration aussi que je souhaite le faire aussi. Soutenir l'autodétermination en recherche aussi. Bien, moi, je suis fière que l'Observatoire, que le regroupement puisse déposer de manière autonome des demandes de financement au Institut de recherche du Canada. Fait que, tu sais, pour moi, si je peux aider d'une quelconque façon, ben sur ce point-là, je trouve que ça fait totalement du sens, puis une façon de faire de la meilleure recherche aussi. Fait que c'est une façon de soutenir. Le réseautage, la création de liens durables, c'est ça aussi dans le cadre de mon projet de mon projet de résidence, de scientifique en résidence, que ça s'arrime aussi. Avantage pour les chercheurs, bon, ça c'est un peu, c'est une diapositive scientifique, là. Je suis allée voir qu'est-ce que la littérature disait sur les scientifiques en résidence. Ben, ce qui était nommé, ben, que ça permet d'identifier des domaines de recherche qui sont prioritaires ou peu étudiés parce qu'on est sur le terrain. Fait que ça permet vraiment de lier, en fait, la théorie, les politiques avec ce qui se passe sur le terrain. On a plus de temps de le faire aussi. On prend le temps de le faire. C'est un grand avantage. On n'est pas dans notre tour d'ivoire dans nos bureaux d'université. Ça sort un peu. Traduire les connaissances en action aussi. Si j'écris un article scientifique que je publie auprès de mes collègues scientifiques, ben c'est ce qu'on apprend à faire. Mais en même temps, si ça ne se traduit pas dans le milieu puis que personne n'est capable de lire mes résultats, ben ça arrive à rien aussi. Fait que le scientifique en résidence a aussi ce rôle-là puis l'avantage d'apprendre à que son message soit bien entendu avec le public cible aussi. Tout est important comme moyen de communication des résultats, mais il ne faut pas oublier que moi, ma famille, quand je leur parle d'articles scientifiques, ça leur dit rien, ils lisent pas mes choses. Fait qu'il faut trouver des façons. Puis le scientifique en résidence, la vulgarisation scientifique est importante aussi. Visibilité, le travail du chercheur, bon, ça vient pas de moi, là, je l'ai lu dans la littérature, mais
les gens vont, je le dis de manière théorique, mais les gens connaissent le chercheur parce qu'il était sur le terrain aussi, fait qu'il y a un intérêt à voir ce qui se fait aussi, fait que tout ça, ça rime ensemble. Des nouvelles perspectives de carrière, de recherche, là, plus de recherche dans mon cas. Je pense pas changer de travail par la suite, mais c'est surtout chez les jeunes chercheurs qui sont scientifiques en résidence, ça leur donne d'autres opportunités. On n'est pas obligé, avec un doctorat, d'être professeur à l'université. Il y a bien d'autres options aussi. Puis développer des nouvelles compétences comme la vulgarisation scientifique, entre autres, ou toute tâche connexe aussi. Les avantages réciproques, le partage des connaissances, justement, on le co-construit ensemble, mais c'est aussi que cette connaissance-là soit partagée aussi, puis qu'il se rende partout, que ça reste pas juste dans le monde scientifique. Le développement de relations, je le dis depuis le départ aussi, c'est super important. C'est la base, en fait, de tout projet, de toute collaboration. Fait que ça fait partie des avantages. Je suis très contente de connaître davantage Julie et l'équipe aussi. La copublication, les communications conjointes, comme on fait aujourd'hui, en fait, moi et Julie, on fait cette présentation-là ensemble. Mais c'est une richesse parce qu'on a deux perspectives, deux choses qui sont dans la même direction, fait que c'est vraiment enrichissant. Développement de pistes de recherche futures. Julie voit des choses de son côté. Moi, je vois d'autres choses aussi. J'ai un regard externe aussi. Fait que c'est tout ça aussi qui fait la richesse de ce rôle-là. J'ajouterais aussi au niveau des avantages, parce que Anne-Marie a présenté les avantages, mais même pour les Premières Nations, il y a des avantages aussi qui ressortent de ça. Tu sais, nous, l'établissement d'une relation, c'est quelque chose qui est à long terme et c'est toujours bénéfique. Fait que, tu sais, quand on s'engage avec des personnes comme Anne-Marie, ben, c'est une relation qui se construit. Puis ça, à long terme, tu sais, ça a un bénéfice sur l'estime de soi, sur le mieux-être, même sur la guérison. Quand on rit, moi et Anne-Marie, ensemble, on se fait du bien, puis c'est important. Fait qu'il faut le voir même au-delà de la recherche en tant que telle, mais tu sais, cette relation-là qui se bâtit, elle s'inscrit dans la pensée un petit peu plus circulaire ou tu sais, qui n'est pas juste en lien avec la recherche, mais qui est tout aussi important. Fait que c'est vraiment, je pense que c'est des conditions gagnantes-gagnantes de part et d'autre. Les références, ça, c'est mon ajout scientifique. Je voulais t'intéresser. Ça nous amènera à la fin. Fait que déjà, j'espère qu'on vous a bien intéressé. Fait que si vous avez des questions, des commentaires ou des beaux petits signes de bienveillance, ben, on est preneurs. Merci à vous autres, Merci. Ben, merci, en fait, avant tout à vous deux de nous avoir présenté le chantier sur lequel vous travaillez. Ben, peut-être pas Anne-Marie depuis plusieurs mois, là, mais du moins Julie, là, c'est un chantier important. Ça fait longtemps quand même que le regroupement fait de la recherche, mais là, il y a vraiment comme un travail concerté pour faire avancer les besoins puis les objectifs là, du regroupement. Puis c'est vraiment le fun là, de voir. Là, j'ai hâte de voir là, les travaux à venir, là, les prochaines étapes là, de votre travail. Donc, on va laisser l'espace aux membres du public s'ils ont des questions. Je vais juste enlever les pins. Puis, dans le fond, c'est ça. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions, des commentaires. Donc, il y a une question dans le chat qui est-ce possible d'avoir une copie de votre présentation PowerPoint? Oui, ben, je pense que via l'ERSA, ça va être facilement, on va pouvoir le rendre disponible sans problème. Je vois la question aussi dans le chat par rapport au dénominateur là, pour le 10%. Là, je pense que c'est une coquille, ça serait 1%, je pense qu'il fallait voir, puis c'est sur l'ensemble de la population du Québec. Donc, 1% des Autochtones sont en milieu urbain sur l'ensemble de la population québécoise, là. Tout en même temps, là. De savoir laquelle de nos deux qui est plus grande, on peut faire toutes les questions sont Profondeur. bienvenues. Oui, Maud.
Ben, bonjour, merci à toutes les deux pour la présentation. Je m'appelle Maud La Liberté, puis je travaille au CSBE, donc pour la commissaire santé bien-être. J'ai pas une question pour vous, je voulais juste vous féliciter pour vos travaux, puis mettre de l'avant à quel point c'est important les travaux que vous faites, puis nous, on a été souvent confrontés au manque de données, puis quand il n'y a pas de données, c'est comme si une réalité n'existait pas. Fait que c'est de la visibiliser. Fait que je tenais à vous féliciter, puis au plaisir de continuer à travailler avec vous. Merci, tellement. Madame Lévesque? Oui, merci. Oui, Martine Lévesque, je suis professeure et chercheur en ergothérapie à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal. Puis ma question, c'est simplement, bravo pour la présentation, puis votre collaboration et relations et tout, c'est beau à voir, entendre, inspirant. Je me demandais si vous aviez des conseils à donner à des chercheurs qui souhaiteraient, je pense en mon nom, mais aussi à des collègues, développer des relations et pouvoir éventuellement collaborer, soutenir soit des personnes ou des organismes autochtones en milieu urbain, justement. Ben, moi, je suis à Montréal, là. On sait que les organisations sont super sollicitées, puis on veut être dans le respect de ça, puis des contextes organisationnels pas toujours faciles, mais je me demandais ce que vous en pensiez, puis à part d'essayer d'être présent quand il y a des événements, d'aller à la rencontre, de tendre la main, d'écouter, est-ce que c'est ça. Vous avez nommé des belles pistes déjà, mais comme on le disait, tu sais, on est 1% tu sais, de tout, de tout. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on aimerait ça pouvoir être dans tous les sujets puis se concentrer sur tous les travaux, mais on est une minorité dans une minorité dans une minorité. Fait que je pense que d'être à l'écoute des priorités, puis on l'a bien traduit dans le cadre de référence, tu sais, il faut que ça soit utile, bénéfique, fait que de se coller sur les réalités des besoins des Autochtones, puis vous l'avez aussi nommé, mais l'importance de la relation, tu sais, c'est avec le temps que ça se construit, cette relation-là. Puis d'être curieux, je pense, tout simplement, je pense que c'est vraiment la première place d'entrée, de s'intéresser aux Premières Nations, de ce qu'ils font, puis pas juste s'intéresser le 21 juin puis le 30 septembre parce que c'est des journées importantes pour nous autres, mais au quotidien. On est tous les jours à quelque part à faire quelque chose. Fait que de toujours s'intéresser, puis je dis pas que vous ne l'êtes pas, là, au contraire, mais ça peut être une piste de réflexion. Mais l'idée, c'est vraiment de dire, faut accepter que le rythme va être différent aussi parce que on a à se guérir par rapport à la recherche, tu sais, à cause de l'histoire qui s'est passée, tu sais, puis ma mère est survivante des pensionnats, fait que c'est encore en moi, malheureusement. Fait que, tu sais, ça, faut en être conscient. Puis, fait que de ne pas vouloir aller trop vite, puis un moment donné, ça va se présenter, je suis pas inquiète parce que on l'a vu dans la création du cadre de référence, c'est important aussi pour nous, la recherche, l'amélioration des connaissances, mais on est peut-être à un autre rythme, mais ça va arriver, je pense. Fait que je pense de tendre la pêche comme vous l'avez fait, puis comme vous le faites, puis vous allez continuer sûrement de le faire, c'est vraiment une première marche de solution. Vois-tu d'autres choses à ajouter? Ben, je pense, Martine, tu les as déjà nommés, en fait, tu sais, puis comme tu dis, Julie, il y a pas, c'est pas un automatisme de dire: «Ah, j'ai une relation, je vais pouvoir avoir un projet de recherche», tu sais? Des fois, il faut être juste patient, attendre que ça soit le bon moment, puis tu sais, l'idée, c'est pas d'être opportuniste non plus, tu sais, c'est juste si vous avez besoin, moi, je suis là, j'ai fait mes devoirs, tu sais, je me suis informée, j'ai lu ce que j'avais à lire comme chercheur. Fait que des fois, c'est juste, le bon moment avec le bon partenaire aussi, mais c'est ça, il y a pas de recette magique, tu sais. Cet automne, j'étais dans une autre présentation, puis il y avait des gens qui avaient des expériences difficiles parce que justement, ils envoyaient un courriel, la personne ne répondait pas. Tu sais, puis ça, c'est pas juste typique au monde autochtone, loin de là, c'est un peu partout aussi, mais là, les gens étaient comme: «Ah, mais ils n'ont pas répondu!» Puis, mais il faut connaître cette réalité-là aussi que ça arrive, qu'il y a 50 demandes qui arrivent par jour de projet de recherche. Là, je dis n'importe quel chiffre, mais
des fois, la demande est très importante, fait que on est un parmi tant d'autres aussi, fait que c'est ça. C'est pour ça que je le nomme et je suis super reconnaissante de pouvoir avoir le rôle de scientifique en résidence. Puis ça aurait pu pas marcher aussi, mais je le savais que ça se pouvait que ça marche pas. Fait que faut jouer avec cette incertitude-là, en fait, que des fois ça fonctionne, puis des fois non. Merci beaucoup. Pierre? Oui, Tineshkuminao, très belle présentation. Excusez-moi. J'ai eu une petite question, puis peut-être une idée. La première, c'est vous avez parlé de projets avec des cliniques de proximité, si j'ai bien compris, et tout ça, puis essayer de favoriser la meilleure compréhension des réalités autochtones. Je me demandais, dans les grands centres urbains, il y a un grand besoin aussi dans les centres hospitaliers d'avoir, parce que je donne des cours, moi, aux médecins là, de sécurisation culturelle et tout ça. Il y a un grand besoin de outiller mieux le personnel des hôpitaux. Je sais que c'est un très gros projet, ça, mais je me demandais si à partir des cliniques de proximité, c'est un tremplin et que vous voyez peut-être vers aussi une meilleure formation du personnel des soins de santé qu'on a, qui traite vraiment beaucoup d'Autochtones urbains, là. Ben, c'est sûr qu'on peut pas mettre sur les épaules de notre mouvement, tu sais, la responsabilité d'éduquer tout le monde. On peut être partenaire, puis c'est un peu comme ça qu'on le voit, tu sais, en faisant rayonner certains résultats de recherche pour l'ensemble tu sais, pour l'ensemble de la société. C'est un peu sur ça qu'on mise à l'observatoire. Ça l'amène un enjeu, puis je vois la question de Choukran aussi dans le dossier. Il y a tout aussi l'accès à ces données-là, tu sais, sur les réalités autochtones urbaines, tu sais, quand on connaît, tu sais, nous, on s'appuie sur notre mouvement des centres d'amitié, mais notre mouvement, les gens, les Autochtones en milieu urbain, ils vont aussi dans les hôpitaux, puis il y a des places où l'accès aux données, ben, ça devient un enjeu, tu sais, qui dépasse les dimensions, puis qui deviennent des dimensions politiques à ce niveau-là. Fait que ça, il y a des discussions, mais ça fait partie des réflexions. Puis oui, si on peut travailler en collaboration, je le dis toujours, tu sais, c'est la clé, c'est la source, mais le Québec, puis les partenaires ont aussi leur rythme, tu sais, changer des grandes structures comme les institutions publiques, ça se fait pas non plus dans un... Nous, on a... Fait que c'est de part et d'autre que cette relation-là se développe, puis que cet équilibre-là, on va aller le chercher. Mais tu amènes une bonne question. J'ai pas la réponse, mais si on peut y contribuer un petit peu en faisant rayonner certains résultats, on souhaite avancer dans ce sens-là. Puis si on peut aussi mieux travailler avec la société en général pour justement mieux comprendre les réalités autochtones puis commencer à faire tomber des barrières qui sont des barrières qui existent parce qu'on a toujours fait ça comme ça. Puis c'est de part et d'autre. Fait que je pense que c'est dans cette innovation-là qu'on va avancer comme société ensemble. Super, super. Ben, ma petite idée, c'était juste, on a un projet à l'Université de Montréal. On est en train de créer des jardins de plantes médicinales sur campus, aussi en Mauricie. Donc, je me demandais si, ben, une des choses qu'on voulait aussi, c'est étendre ça à la communauté, pas juste pour les étudiants de ces universités-là. Donc, je vous recontacterai là, pour voir un petit peu à Montréal et en Mauricie si ce serait possible de faire des ateliers ou des choses comme ça qui soient vraiment ouvertes à la population urbaine autochtone, puis aller dans le centre de la santé, du bien-être en se reconnectant un peu à le territoire. On est quand même, on est sur la montagne, donc au moins c'est un territoire autochtone aussi. Et puis, peut-être à travers les plantes médicinales aussi, améliorer le bien-être. Fait que je vous en reparlerai, ça, en temps et lieu, là. Merci beaucoup encore. Merci, Joanie? Oui, allô. Merci pour votre présentation. C'est une super idée d'utiliser justement l'année sabbatique, comme on dit, de Mme Girard, Anne-Marie Leclerc, désolée, pour, c'est ça, joindre les deux
les deux connaissances. Je me demandais, considérant que c'est, comme vous l'avez dit, ça dure seulement 1 an, est-ce que vous avez pensé à un plan justement de transition ou comment on peut faire pour que ces connaissances-là puissent aller de l'avant? C'est ça, quand malheureusement cette année se termine. C'est une question qui m'est venue, oui. Ben, en fait, je sais qu'il y a une date d'1 an, mais pour moi, ça terminera pas, tu sais, dans le sens qu'il y a des choses qui vont se poursuivre, là. Fait que, tu sais, même si mon année d'études et de recherche se termine, je me vois, en tout cas, on n'a pas parlé, mais je me vois quand même, tu sais, finir des dossiers ou des choses qui peuvent être. Pour moi, c'est pas une fin drastique, là, je serais jamais capable de faire ça. Mais il y aura pas de fin parce que juste, ben, pas qu'il y aura pas de fin, mais dans le sens que, tu sais, on a un lien, tu sais, fait que ça sera pas: «Ah bye, on est, fin mai, on se revoit plus jamais», tu sais, fait que, tu sais, là, j'ai pas pensé à cette transition-là encore, je suis pas rendue là. Mais ça, je pense que ça va être plus dans le naturel des choses, là, que, tu sais, je vais être moins présente aussi. Fait que, tu sais, je vais me détacher tranquillement aussi, de par mon implication un peu moins, mais il y a tu sais, il y a un travail qui va s'être tissé dans l'année qui va toujours être là aussi au fil des années, je sais pas. Oui, puis il y a aussi, puis Anne-Marie l'a pas mentionné parce que, bon, on est en train de former le Cercle consultatif des savoirs, puis Anne-Marie, tu sais, elle a accepté de siéger sur le Cercle consultatif des savoirs de l'Observatoire des réalités, fait qu'elle va rester en lien. Puis ça, c'est un peu ma partie comme gestionnaire. Tu sais, moi, je viens pas du monde bon, j'ai étudié puis j'ai fait des petits travaux de recherche, mais je suis pas je m'identifie pas comme une scientifique. Fait que c'est mon rôle aussi en tant que gestionnaire de m'assurer que les connaissances, tu sais, elles soient partagées dans l'équipe de l'Observatoire, dans le mouvement aussi. Puis Anne-Marie, ben, elle ne sait pas, mais elle a signé un contrat à vie avec nous autres. Puis nous, quand on développe une relation, c'est pour tout le temps. Fait que là, je sais où ce qu'elle reste, puis je sais ce qu'elle aime manger. Fait que je vais l'avoir soit par le ventre ou parce que je sais où ce qu'elle reste. Non, je fais des blagues, là, mais tout ça pour dire que ça fait aussi partie de cette vision-là. Tu sais, quand on a accepté d'accueillir Anne-Marie, on s'engageait dans quelque chose qui était au-delà de l'année sabbatique parce qu'on vit des choses ensemble. On est allé sur le terrain, on a vécu des expériences ensemble. Puis ça fait partie de l'apprentissage qu'on lira jamais dans un livre d'histoire, mais qui sont super importants justement. Puis quand les Autochtones s'engagent dans une relation, ben, c'est une relation qui est à long terme. Je prends l'image des outardes, là, mais quand les outardes, ils volent ensemble, tu sais, ils prennent des outardes, puis tout le monde collabore ensemble, puis le voyage est fini, on arrive à destination, mais on revient aussi pour un autre voyage, puis c'est souvent les mêmes équipes qui se forment. Des fois, on va changer d'équipe, mais il y a des connaissances, le trajet, il est connu, puis il est partagé, fait que c'est un peu cette image-là, tu sais, qui se reflète aussi dans le partenariat avec Anne-Marie. Fait que, puis là, je sais où ce qu'elle reste. C'est très inspirant. Merci beaucoup, oui. Merci pour la réponse. Inès. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation déjà. J'aurais une question. Donc je m'appelle Inès, je travaille pour le réseau canadien pour l'utilisation appropriée des médicaments et la déprescription. Donc en fait, on travaille à l'utilisation sécuritaire des médicaments parce que c'est comme un enjeu de santé publique que le monde consomme souvent trop de médications. On est quand même une équipe de recherche avec des infirmiers, des pharmaciens et des médecins. Puis on essaye toujours de développer des ressources. On a une grosse partie d'engagement du public où on cherche à transmettre l'information, et pour donner de la littératie médicale au monde, sur leurs médicaments et on essaye d'adapter ces ressources à différents contextes. Notamment, en ce moment, on essaye de l'adapter, aux besoins, de différentes communautés autochtones et j'ai été très intéressée, dans votre, présentation sur la partie, co-construction parce que je pense qu'on va devoir passer, par cette étape parce qu'elle est importante pour, être sûr de produire des ressources qui correspondent aux besoins, des différentes communautés autochtones parce que je pense que tout le monde peut avoir des besoins différents. Fait que je me demandais en sachant qu'il y a sûrement pas un protocole parfait, si vous avez des ressources à conseiller là-dessus, si vous vouliez partager sur votre expérience, de co-construction. Voilà, merci.
Dans le fond, si je peux parler concrètement comment que nous, on établit une relation, dans un premier temps, tu sais, soit que nous, parce que ça se fait dans les deux sens, des fois, nous, on va approcher des chercheurs parce qu'on aime leur expertise, on aime leur façon de voir les choses. Des fois, c'est les chercheurs qui nous approchent aussi avec des sujets. Puis des fois, on a nos propres sujets sur lesquels, tu sais, je l'ai présenté dans le plan stratégique, on a des priorités, fait que ça s'inscrit dans nos priorités d'action. Fait que souvent, comment on débute la démarche, c'est qu'on se rend compte, tu sais, est-ce que ça va fitter? Est-ce que, OK, il y a un travail d'éducation en amont qui est trop important, tu sais, notre mouvement, on le connaît aussi, puis on sait qu'il y a des choses qui vont fonctionner, puis il y en a d'autres qui ne fonctionneront pas parce qu'on n'est pas rendu là, parce qu'il y a d'autres enjeux, parce que la réalité, on a d'autres urgences avant. Fait que nous, on joue un peu le rôle je dis de filtre, mais tu sais, on connaît bien notre mouvement, puis on les accompagne dans cette démarche-là. Ensuite, après, là, c'est là si on voit qu'il y a un win-win, là, on développe une entente de relation pour mettre ça au clair, puis pour les suites, puis c'est comme ça qu'on construit la relation. Là, je parle plus de l'expérience de l'observatoire, mais c'est sûr qu'après, tu sais, il y a beaucoup d'axes dans votre question. Tu sais, il y aurait beaucoup de façons de faire, tu sais, dépendamment de la question, comment vous voulez travailler. Dans un projet d'envergure canadien, c'est peut-être pas la même démarche que si on cible une ville spécifique ou des enjeux plus spécifiques. Mais je pense que l'incontournable au départ, c'est toute la question, tu sais, des principes PCAP, tu sais, par rapport aux communautés autochtones, puis justement de s'informer, est-ce que il y a un cadre de référence, est-ce qu'il y a des façons de faire, puis tu sais, ça pourrait peut-être être le premier pas à ce niveau-là. Je ne sais pas si tu voulais compléter, Anne-Marie. Justement, à un moment donné, j'ai rencontré votre collègue à un congrès. Je me Ah, souviens. pour vrai? J'ai oublié son prénom, mais tu sais, j'ai eu l'information sur la déprescription, tout ça, puis j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Tu sais, tu sais, je vois le potentiel, puis vous avez vraiment la capacité de vulgariser tu sais, vos travaux, puis tout ça. Puis là, encore là, tu sais, c'est de voir est-ce que dans les priorités, c'est une priorité parce que, tu sais, dans le sens que là, je donne n'importe quel exemple, mais mettons, dans une clinique, le médecin vient une fois par semaine, une fois par semaine, c'est déjà beaucoup, mais mettons, le médecin vient une fois par mois, qu'il y a un roulement de personnel des infirmières. Fait que c'est sûr, tu sais, si on arrive avec un projet, là, ils vont dire, c'est parce que si on co-construit ensemble, c'est du temps où j'ai pas le temps de voir mes patients par en arrière. Fait que, tu sais, là, je peux pas parler, je peux pas répondre au nom d'eux, mais c'est parfois les réalités qui sont sous-jacentes à des propositions de projets qui sont super intéressants, mais que le moment n'est pas là où la priorité, c'est d'être au patient, mettons. Fait que c'est ça l'enjeu de la co-construction. Ça demande du temps, fait qu'il faut le planifier, puis faut le planifier, là. Faut doubler, pas doubler, pas de chiffre magique, mais il faut vraiment penser à ce temps-là de créer la relation, de s'informer, que le projet soit réaliste dans le temps. Puis, j'ai oublié ma deuxième idée. Bon, c'est parti. Co-construction, ça demande plus de temps. Ah oui, c'est ça. Puis, cette co-construction-là demande une ressource. Fait que, tu sais, est-ce que c'est une tâche qui est dans la tâche qu'elle fait déjà ou c'est une tâche à l'extra? Fait que ça, il faut en tenir compte aussi là, dans nos approches aussi. Est-ce qu'on a du financement pour soutenir le temps de cette personne-là qui va investir dans la co-construction? Fait que, tu sais, souvent, comme chercheur, on a des sous, mais faut reconnaître l'expertise de la personne qui nous collabore avec nous aussi pour la co-construction. Fait que c'est tout ça qui rentre dans l'équation. Ouais. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que c'était par curiosité, c'était Camille ou Jenny que vous aviez rencontré? C'est vraiment pas grave. Elle est infirmière à l'Université de Montréal ou était-tu Ah, infirmière? ça me dit rien comme ça, mais c'est pas Ah, j'ai oublié son nom, je m'en excuse, mais j'ai son visage, mais j'ai oublié son nom. c'est beau. C'est-tu Oscarès? Non. Merci en tout cas. Oui. Merci. Puis j'ai mis dans le chat, si ça t'intéresse, Inès, des outils qui ont déjà été développés sur la gestion des médicaments par autochtones. C'est vraiment un beau cahier qui est très accessible. Puis ça avait été co-développé avec des aînés au BC là, par le First Nation Health Authority. Donc, puis aussi un organisme pan-canadien des pharmaciens autochtones.
Oui, on connaît bien cette ressource, elle est dans notre bureau, mais merci. Ouais, merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, félicitations? Merci pour vos commentaires, là. Je vois qu'Anis, elle a écrit que j'étais très gentille. Merci. Les pêches. Mmh. Donc, juste, c'est ça, un petit rappel, si vous avez le temps de remplir notre questionnaire, sinon ça nous aide à mieux planifier nos activités et à s'ajuster au fil du temps là, pour mieux répondre aux besoins. Donc, dans tous les cas, je vous souhaite une très belle journée à tous. Merci d'avoir été là. Merci à nos panélistes, Julie et Anne-Marie, de l'Observatoire des réalités autochtones du Québec. On est vraiment très chanceux de vous avoir. Puis, on vous dit au mois prochain. Merci.